Ok. Donc là, c'est la deuxième partie. Partie 2, donc toujours la thématique épigénétique, conscience, mémoire cellulaire, transgénérationnelle. On est toujours dans cette thématique-là. Partie 2, donc on va s'intéresser aux hypothèses scientifiques, aux nouveaux paradigmes et aux nouveaux référentiels. Donc là, on va parler de différentes choses. Voilà. Donc j'ai fait des parties dans la partie, enfin des sous-parties. Donc là, aujourd'hui, on va parler que de certaines expériences de gens, de chercheurs qui sont qui travaillent soit dans la physique quantique, mathématiques quantiques et des choses comme ça, et qui se sont intéressés beaucoup à l'esprit aussi, hein, qui ont essayé de faire des parallèles. Alors, on va commencer avec ce que j'ai appelé les enfants de la lumière ou le transpersonnel. On commence avec juste une micro-présentation. Ilya Prigogine, qui a été prix Nobel de chimie dans les années je ne sais quoi, je ne sais rien. Lui, ce qu'il disait, il a dit qu'un être humain, c'était en fait un système ouvert. Et c'est-à-dire que c'était un système d'échange, qu'un être humain échange continuellement des informations avec le monde dans lequel il vit. Et dont il se nourrit. Il expliquait, Ilya Prigogine, que selon lui, l'homme absorbait l'ordre du monde extérieur et qu'il stockait dans ses noyaux cellulaires cet ordre du monde. Hein. On trouve encore un lien avec l'épigénétique, le lien avec l'environnement, la réaction des cellules et du corps par rapport à l'environnement. Ilya Prigogine, avec cette hypothèse qu'il pose, il y a un début de quelque chose, effectivement, qui parle de la mémoire des cellules. On va appeler ça le transpersonnel, en fait, hein, cette notion-là d'interconnexion entre l'extérieur et l'intérieur. Parmi les chercheurs actuels, alors lui il est toujours vivant, il s'appelle Fritz Albert Popp. Certains le connaissent peut-être. Il est allemand ou autrichien, je ne sais plus. Donc il travaille avec son équipe, lui, sur les échanges d'informations entre les cellules vivantes. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La biologie de la lumière. Il travaille sur la notion de lumière. Dans son bouquin, enfin dans ses travaux, on trouve donc, voilà ce qu'il dit. Il dit dans les systèmes ouverts, donc il va reprendre la thématique, l'hypothèse de Prigogine. Il dit dans les systèmes ouverts, chaque apport d'énergie véhicule des informations et produit des corrélations dans le temps, l'espace, les rythmes et les structures. Ces changements sont dépendants des micro-impulsions précises affectant les noyaux cellulaires et modulant leur activité même en l'absence totale ou partielle des substances chimiques ou biologiques nécessaires aux transmissions. Alors, dit comme ça, c'est incompréhensible peut-être. Maintenant, on va parler de son expérience, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? Entre autres, hein, avec son équipe, quelles expériences ils ont faites? Ils ont fait des expériences sur les communications cellulaires et le rayonnement cellulaire ultra ténu. Lui, il travaille, il a des appareils, alors je ne me souviens plus exactement du chiffrage, mais il a un appareil qui permet de détecter un ver luisant à je ne sais combien de kilomètres. C'est-à-dire des appareils qui sont capables, un appareil qui est capable de capter une lumière ultra ténue, super loin. Voilà, c'est pour ça qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Biologie de la lumière. Lui, il va travailler sur cette hypothèse que c'est par la lumière que passe l'information. Il va s'intéresser beaucoup à ce sujet-là. Voilà. Et son expérience, donc je vais vous décrire rapidement son expérience. Alors d'abord, je vais vous expliquer son hypothèse de départ. Voilà. Pour lui, il arrive à ça, hein, lui et son équipe. Hein. Ils disent que tous les organismes vivants émettent une bioluminescence, sauf les algues simples et les unicellulaires. Une bioluminescence qui est ultra faible, d'un facteur, mais 18 fois plus faible que l'intensité de la lumière du jour. C'est pour ça qu'il a ces appareils qui permettent d'avoir cette détection de faisceaux ultra ténus. Les cellules communiquent entre elles grâce à des flux de photons spécifiques, et ce, en dehors de toute transmission chimique et de tout contact physique direct.
donc il n'est pas le seul à le dire. Enfin, il bosse avec... Donc ça, c'est une expérience qui date de 1973, de Fritz Albert Popp, Bohm et Gurvitch, mais ça a été aussi refait ou travaillé aussi par un autre gars qui s'appelle Kaznetchev, un truc comme ça, en 1981. Voilà. Donc ça pour dire, il n'y a pas un mec, enfin ils sont plusieurs, hein, je veux dire, il y en a plein des expériences comme ça, mais eux c'est intéressant cette équipe de Pop, parce qu'ils vont travailler, donc leur expérience est la suivante. Ils vont faire une expérience en milieu fermé, dans un ballon de quartz, fermé. Ils vont faire une culture de cellules, et cette culture cellulaire unique, ils vont la séparer en deux échantillons, donc d'une même souche. Un échantillon A qu'ils mettent dans un des ballons de verre, un échantillon B de quartz, pardon, et un échantillon B qu'ils mettent dans l'autre ballon de quartz. Et puis, ils vont faire l'expérience suivante. Ils vont commencer, donc ils vont mettre leurs deux ballons de quartz, je mets mes mains comme ça, hein, et au milieu, au centre, ils vont mettre tantôt une plaque de verre et tantôt une plaque de quartz. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils prennent l'échantillon A, par exemple, et ils vont commencer par contaminer cette cellule, cette culture cellulaire numéro 1 avec un virus. Eh bien, ils s'aperçoivent que quand c'est la paroi de verre, la cellule, le groupe 2, hein, l'échantillon 2, B, n'est pas impacté. Mais quand ils font la même expérience avec la paroi de quartz, la cellule B va réagir comme si elle était contaminée de la même manière. Elle va se détruire comme l'échantillon A, alors même qu'il n'y a pas de virus dans le ballon de quartz. Ils font la même expérience, mais cette fois-ci, ils vont utiliser un rayonnement, ils ont des rayonnements toxiques, ou un rayonnement hyper puissant, ou alors encore un toxique, ils utilisent du mercure pour détruire l'échantillon A. Et ils refont la même expérience avec la paroi de verre et la paroi de quartz. Et à chaque fois, dans le cas de la paroi de verre, il n'y a pas de conséquences sur l'échantillon B. Dans le cas de la paroi de quartz, l'échantillon B est détruit de la même façon, comme s'il était contaminé au mercure ou comme s'il était exposé aux rayons UV violents. C'est vachement intéressant. Quand tu veux propager une pandémie, tu as intérêt à t'intéresser aux travaux de Fritz Albert Popp que tu décris tant sur la toile. Tu sais comment ça fonctionne, l'information. Donc voilà, il explique que donc dans le cas de la contamination virale, il explique que sa colonie numéro 2, leur colonie numéro 2, dans le cas de la membrane de quartz, elle devient malade aussitôt, en présentant les mêmes lésions cellulaires, mais sans présence virale. Ils en déduisent qu'il suffit d'avoir le moule électromagnétique, l'empreinte vibratoire informationnelle, pour créer une pandémie. Yes. Passionnant, hein? Donc c'est aux ultraviolets, c'est aux UV qui font l'expérience avec les... Voilà. Bon. Donc avec la membrane de verre, ce qu'ils en déduisent, la culture cellulaire reste indemne, la culture numéro 2 reste totalement indemne, quelles que soient les expériences. Il en déduit que ça atteste que le mode de communication passe directement par les ultraviolets. Et du coup, oui, au niveau physique, c'est quoi la différence entre... Alors, c'est quoi la différence entre le quartz et... le quartz, il est cristallin, il laisse passer les UV. Oui, merci, j'ai oublié de le préciser. Le verre, il est amorphe, il ne laisse pas passer les UV. C'est la différence. Et le verre, alors ce que m'expliquait ma fille, qui a fait des études de sciences, elle m'expliquait, le verre, en fait, c'est pas un solide, c'est un liquide. En physique, ça coule. C'est pour ça que sur les vieilles vitres, tu sais, les vieux carreaux, tu vois, comme si ça coule, ça a coulé le verre. Enfin bref, là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pourquoi la différence, oui, tu as raison, j'avais oublié de le dire, c'est que le verre, il est amorphe, il ne laisse pas passer les UV, et le quartz, lui, il est cristallin, il laisse passer les UV. C'est pour ça que
Fritz Albert Popp et son équipe, et les autres chercheurs qui travaillent sur la bioluminescence, on déduisent qu'en fait ça passe par la lumière, les infos. C'est remarquable. Les dégâts cellulaires génétiques se réparent pratiquement toujours en quelques heures, quelle que soit la manière dont ils ont été provoqués, dès qu'ils sont irradiés. Dès qu'ils sont irradiés par un faible rayonnement UV, environ 400 nanomètres de longueur d'onde, et ceci dans tout le règne vivant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cette réparation qui se fait par la lumière aussi. Les communications cellulaires sont ultra ténues pour lui, sont des échanges permanents entre tous les êtres vivants. Nos cellules communiquent entre elles à l'intérieur de notre espace corporel, mais aussi à l'extérieur, avec l'ADN du monde végétal, animal et humain. Les transmissions se faisant par des faisceaux de photons cohérents, alors lui il met comparable à un laser modulable, il n'y a pas de perte d'énergie à distance, pas de dissipation du contenu informatif. Et il fait des parallèles avec les facultés dites parapsychiques, la télépathie, la transmission de contenus psychiques refoulés et inavouables transgénérationnels, comme le cite Anne Ancelin-Schulzenberger, par exemple, dans Aïe mes aïeux, comme on en a parlé déjà hier en épigénétique. Ni le temps ni l'espace ne limitent cette information. Vous connaissez peut-être l'expérience, il y a plusieurs expériences qui ont été faites. C'est beaucoup les Russes qui bossent là-dessus. Les Russes sont très très en avance sur la plupart des autres en termes de recherche sur justement l'information, l'arme informationnelle. Ah oui, parce que ça peut être autant bénéfique que négatif. Donc ils ont développé une médecine numérique pas mal. Les Russes, ils travaillent sur pas mal de choses. Et notamment, ils sont beaucoup intéressés donc, à l'information. Ils ont fait des expériences. Et ils ont fait des expériences avec, par exemple, l'expérience de la maman lapin avec ses lapros. Ils ont envoyé les lapros dans un sous-marin. Et ils ont gardé la mère lapine dans le labo. Et ils enregistraient les mouvements, j'imagine, du cerveau, du cœur, tu vois, la pauvre lapine. C'est des trucs barbares. Et ils tuaient un lapro après l'autre. Jour après jour, tu vois, pas jamais à la même heure, jamais le même jour, enfin voilà. Et il regardait les influences. La mère, au moment où on tuait son lapro, tu voyais les informations, elle savait, elle recevait l'info. Ils avaient le moule. Alors que le sous-marin, il était à 1500 km de là, ou 4000, on s'en fout quoi. Et en profondeur en plus. Il paraît qu'il y a des mêmes expériences qui ont été menées aussi, je ne sais plus par qui, mais pour la ruche. La reine des abeilles que tu emmènes super loin, même quand elle n'est pas là, la ruche tourne. À partir du moment où tu la tues, la ruche meurt. Et pourtant, la reine n'est plus là. Mais à distance, elle continue de communiquer avec les abeilles. Et la ruche continue de vivre. Des expériences très intéressantes. Voilà. L'identification spectrale des rayonnements ultra faibles ouvre la voie à la biologie numérique, telle que définie par Jacques Benveniste, qui a été largement critiqué dans ce pays. Vous connaissez Jacques Benveniste ? Alors Jacques Benveniste, il était directeur du laboratoire numérique de l'INSERM dans les années à peu près fin 90. Je crois qu'il s'est suicidé ou il est mort, ou il a été suicidé, je sais pas, mais ils l'ont traîné dans la boue. Quand je dis il, c'est le paquet des scientistes autocrates assermentés par le pouvoir et qui veulent surtout pas que ça bouge. Ils sont dans leur petit monde carré, il faut pas sortir du moule, c'est Flatland. Ils l'ont démoli. Quand tu dis qu'il y a un travail, il a travaillé sur la mémoire de l'eau, Jacques Benveniste. Et quand tu expliques ça en France, tout le monde se marre, on n'est pas très nombreux à comprendre ce qui se passe, à s'intéresser au sujet. Et Jacques Benveniste, il a été démoli. Démoli, parce que tu peux démolir les gens psychiquement, tu mets des horreurs sur eux, dans la presse, des choses comme ça, et tu le démolis. Donc, tout son travail est terminé.
Ces données, alors voilà ce qu'il dit, Jacques Benveniste, dans un article qui est paru dans une revue que je ne connais pas, qui s'appelle Esculap, enfin qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe encore. Ces données sont révélatrices de la nature physique du signal moléculaire. Ce sont des ondes radioélectriques dans la gamme des kHz. Elles annoncent le passage rapide de la biologie structurelle actuelle vers des méthodes infiniment plus puissantes, utilisant les possibilités de l'informatique. Quand on bosse, on utilise beaucoup, enfin moi j'utilise beaucoup la parabole de l'informatique, du numérique, parce que c'est ce qu'on fait. J'explique aux gens que moi je suis comme les hackers, je vais dans le système, sauf que je demande la permission. Mais on va dans le système, on rentre dans le système et on a toutes les infos, quoi. C'est absolument prodigieux et on ne fait pas des grosses machines pour ça. On n'a pas besoin. On a atteint un niveau, enfin on a un outil extraordinaire parce qu'on rassemble tout ce que je vais vous présenter, enfin tout ce que je vous ai présenté depuis le début. Tout ça, on le fait sur une table de massage, il nous faut que dalle. Des bouquins, des trucs, c'est tout. Et par contre, être ancré, canalisé et à maîtriser parfaitement un test musculaire et puis terminé, quoi. Tout, c'est fantastique. Alors, Guy Longchamp, vous connaissez tous Guy Longchamp, docteur Guy Longchamp, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'homme vibratoire. Guy Longchamp était médecin à Périgueux, il a fait de la médecine, lui il s'est intéressé depuis longtemps à la médecine quantique, là il a pris sa retraite, Guy Longchamp. Il faisait moi je l'ai vu en conférence au Chantier du Futur, enfin c'est une pointure. Et là il travaille sur l'eau en ce moment et avec son fils, il développe une machine avec un autre gars, enfin ils essaient de placer des machines de dépollution de l'eau dans les communes, mais surtout de réinformation. Et il est venu en conférence, je crois que c'était c'est pas Verneuil, c'est bon bref, à côté de Radour-sur-Glane, Saint-Victurnien. Il est venu en conférence à Saint-Victurnien en 2019, je crois, nous présenter sa machine qu'il essaie de vendre aux communes, parce que c'est un budget assez conséquent. C'est parce qu'il comprend la vibration. Tu mets ce que tu veux dans ta flotte. Une rumeur, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, les Russes auraient travaillé sur l'information sur informer un point d'eau dans les zones stratégiques de guerre. Faire des expériences, qu'est-ce que je mets comme information dans cette eau qui est bue par les populations de ces coins-là? Est-ce que ça attise la guerre ou est-ce que je nourris la paix? En fonction de l'information. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende. J'ai eu ouï dire de ça, mais ça je ne peux pas le confirmer. Mais c'est complètement possible. Hein. Je veux dire, quand tu comprends comment ça fonctionne, tout est possible, tout est réalisable. Donc, voilà. Il y a un japonais qui a travaillé dessus il y a quelques années, c'était Emoto. Masuro Emoto, ouais. Qui faisait la mémoire de l'eau, qui a expliqué comment ça se faisait. Oui, qui n'a jamais pu venir en France. Il pouvait aller partout dans le monde sauf en France. Ah, mais pas le droit. Non, en France, c'est l'envoûtement. On est sous la coupe de verre amorphe. Et il ne faut pas que les gens connaissent, se réveillent et apprennent. Il faut qu'ils restent au niveau en dessous. C'est surtout que j'ai entendu, je fais une petite aparté, mais il y a une émission qui est passée sur Arte il n'y a pas longtemps. Je suis tombée sur la bande-annonce et je me suis dit, c'est bête, mais je ne vais pas regarder parce que c'est des scientifiques qui parlent de tout ça. Et t'en as un qui dit la mémoire de l'eau, en gros, c'est n'importe quoi. Oui. En fait, le cerveau humain adore croire ce qui est faux. Et oui, c'est ça. Ben ouais, tout est dit dans cette phrase. Tout est dit dans cette phrase. Le documentaire. Voilà. Ouais. Ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des scientistes souvent corrompus. La corruption commence à partir du moment où tu t'intéresses à ta carrière. Pour moi, c'est ça. Je vais gagner un grade, je vais monter en échelon, je vais devenir sous-ministre. Tu es déjà dans la corruption, tu vois. Et donc, tu regardes toute la bureaucratie française. Ils ne sont pas très nombreux, tu vois. Benveniste, il travaillait à l'INSERM. Un miracle. Il a été radié, il a été traîné la boue, comme massacré. Hein. Tu regardes le mec de l'INSERM qui est super, qui s'est manifesté pendant le Covid, là, comment il s'appelait? Oh, vachement bien, j'ai oublié son nom, j'ai pas de mémoire des noms. On n'entendait que lui. Il a écrit un bouquin, un des directeurs de l'INSERM qui a dénoncé tous les trucs. Il a été traîné dans la boue. Et il a été viré de l'INSERM, je crois, hein, un truc comme ça. Enfin, tu vois, à un moment donné,
Quand tu as une place quelque part, tu as intérêt à fermer ton clapet. Donc Guy Longchamp, dans L'homme vibratoire, il dit c'est aussi une porte ouverte sur la possibilité de faire sortir ces programmes de l'ombre pour les ramener à la conscience éclairée et en changer la nature, pour développer certaines qualités psychiques également. Nous sommes faits de lumière condensée dans nos noyaux cellulaires, nourris et élevés par la lumière qui nous parvient du soleil, de l'univers et du monde ambiant. Donc il a écrit un bouquin qui est téléchargeable gratuitement sur internet, qui s'appelle L'homme vibratoire. Vous allez retrouver un certain nombre de trucs, notamment Frissa Berpop, il le cite, Émile Pinel, il le cite, on va en parler après d'Émile Pinel. C'est un bouquin qui est gratos, téléchargeable, qui se lit vachement bien, super. Tout ça c'est dans ma bibliographie que vous aurez sur le drive. Alors justement, on va en parler d'Émile Pinel. Émile Pinel, donc il était mathématicien et biologiste et psychologue ou un truc comme ça, ou psychothérapeute ou psychologue. Il enseignait à l'université scientifique d'Orsay, l'université d'Orsay, il enseignait la biologie, les mathématiques. Et lui, il a modélisé mathématiquement le fonctionnement de la cellule vivante. Alors lui, c'est une pointure aussi. Quand tu dis Émile Pinel, personne ne connaît en France. C'est extraordinaire. Ce mec, il a fait un travail de dingo. Alors pareil, sa thèse, ses travaux sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Ça s'appelle Vie et mort. C'est imbitable pour nous. C'est un niveau très... Enfin, je veux dire, il faut maîtriser... les matrices mathématiques et les structures d'ADN en biologie. Enfin, il n'y a que quelques individus qui peuvent comprendre un truc comme ça. Mais par contre, il écrit français, Émile Pinel. Il est psychologue. Il a été psychologue, il est mort. Donc, il était capable de synthétiser sa pensée et de l'articuler et de faire toujours des liens avec l'humain et avec le vivant. En fait, ce sont des chercheurs du vivant, du cœur et de l'âme, ceux-là. C'est pas des techniciens spécialistes du doigt de pied. Ils sont ouverts, donc c'est pas du tout la même science. Donc lui, ces équations l'ont conduit à émettre l'hypothèse de l'existence d'un champ unitaire H. Il a travaillé sur le fonctionnement de la cellule vivante. Donc dans la cellule, il y a un noyau. Et dans ce noyau, il a dit, bah oui, il y a un champ, on va l'appeler H. C'est un champ unitaire, selon la loi magnétobiologique d'induction vitale. Bon. Le champ unitaire H, lui, il a compris, enfin c'est son travail, il a démontré tout ça, que ce champ H unitaire était lui-même composé de 3 champs, qu'il a appelés H1, H2, H3, et que chacun de ces champs avait lui-même 3 composantes. Donc soit 9 composantes au total dans le noyau cellulaire, dans ce champ de noyau cellulaire. Selon lui, l'ensemble des champs H1, H2 et H3 constitue comme un ordinateur, c'est-à-dire une machine fonctionnant à partir d'un programme. Pour lui, H2 contient le programme, H1 exécute le programme, et H3, c'est le médium. Il transmet le programme entre le donneur d'ordre et l'exécutant. Il dit, en fait, dans nos cellules, dans notre noyau cellulaire, on a un micro-ordinateur ultra puissant. Processeur, carte mère, je ne sais pas quoi, enfin bref. Ok. Alors pour lui, le champ H1, alors le champ H1, c'est le champ qui exécute le programme. C'est l'exécutant. Il dit que c'est un champ psychobiologique. C'est un champ magnétique exécutant. C'est-à-dire qu'il va exécuter donc, les ordres du programme intracellulaire. Ça se passe dans la cellule. C'est un champ psychobiologique. Psychobiologique. N'oubliez pas, il fait de la biologie, il faisait de la biologie, des mathématiques et de la psychothérapie. Il maîtrisait 3 trucs, les gars. C'est une grosse tête, hein. Jamais il a eu le prix Nobel, ce mec-là. Même pas, on en parle dans les annales de sciences en France. C'est un chercheur français, professeur à l'université d'Orsay. Peut-être eux, ils s'en souviennent. Je suis pas sûre que les étudiants actuels d'Orsay savent qu'il y avait un mec extraordinaire qui s'appelait Pinel. J'espère encore qu'il y en a. H2, c'est un champ physique. C'est un champ de mémoire.
c'est celui qui contient le programme intracellulaire. Hein. C'est le champ donneur d'ordre, celui-là. Contient le programme intracellulaire qu'il va transmettre à qui? Au champ H3. H1 et H2 ne peuvent pas communiquer en direct. Il faut l'intermédiaire, l'interface, et l'interface c'est H3. Alors, il explique, alors ça va être un tout petit peu plus abstrait. Pour lui, H2, c'est un champ qui fonctionne avec une composante imaginaire. Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos cours de mathématiques et de ce qu'on appelait le nombre imaginaire, qui a été trouvé par les mathématiciens italiens, je ne sais plus, c'est assez vieux, 15e, 16e siècle, je ne sais plus. Le nombre imaginaire, il est posé, on l'appelle I comme imaginaire, et en fait, c'est I tel que I au carré égale -1. À un moment donné, les mathématiciens, ou un mathématicien italien, enfin je sais que ça vient d'Italie, c'est un mathématicien ou plusieurs mathématiciens italiens qui bossaient là-dessus, ils ont eu besoin de poser un nombre tel que ce nombre au carré est égal à -1. Le truc absurde, enfin je veux dire en réalité vrai dans un certain monde, un nombre au carré ne peut jamais être égal à un nombre négatif et encore moins -1. Un nombre négatif impair. Cette modélisation mathématique, c'est tout ce monde mathématique du nombre imaginaire, ça a donné quoi? Ça a donné la mécanique des fluides, ça a donné les avions qui volent dans le ciel. Donc on part d'une hypothèse de quelque chose qui n'existe pas, entre guillemets, dans le monde et dans la matière, entre guillemets, mais quand même on en fait un truc qui existe dans le monde et dans la matière. Et fondamentalement, si on n'avait pas eu ce nombre imaginaire, I au carré égale -1, on ne pouvait pas le faire. C'est toujours intéressant. C'est-à-dire qu'on part d'hypothèses, c'est comme nous quand on fait nos univers jouets. Quand on bosse en vie antérieure, je ne sais pas si ça existe, mais moi c'est mon univers jouet. J'ai besoin de poser une vie antérieure pour pouvoir accéder à la réalité matérielle, entre guillemets, maintenant, pour la comprendre et la dénouer, pour créer une autre réalité. Je vais faire ça. Je vais créer un monde imaginaire. On s'en fout que ce soit vrai, bébé. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu constates dans la réalité, entre guillemets, on parlera demain de la réalité, vraie, entre guillemets. Bon, enfin, je vois bien l'avion qui vole, voilà, ok. Donc, il dit que c'est une composante imaginaire que contient ce champ H2 et qu'elle est douée en conséquence de propriétés dont certaines n'appartiennent pas au domaine réel. Bah oui, puisque c'est imaginaire. Donc Pinel, il cite les travaux d'un autre chercheur de l'université de Moscou. Tu vois, les Russes sont très en avance là-dessus. Un chercheur qui s'appelle Boris Pressman. Et aussi un Américain, Elmer Green. Et il en déduit, de l'influence de la psychologie sur la physiologie. Et 2, de l'existence d'ondes émises par nos cellules, ça rejoint les travaux de Fritz Albert Popp, et générées en toute logique pour lui par H2, le champ exécutant. Non, le champ programme, pardon, le champ donneur d'ordre. Vous l'aurez en note, hein. Mais bon, je ne peux pas faire plus simple. Parce que c'est le plus simple que j'ai trouvé pour essayer de comprendre le truc. Mais vous allez comprendre. H3, donc lui, c'est l'interface. H1, l'exécutant, H2, le donneur d'ordre, je crois que c'est ça. Je me souviens jamais des chiffres, mais je crois que c'est ça. H1, c'est l'exécutant, c'est ça. H1, l'exécutant. H2, le donneur d'ordre. H3, l'interface. Donc H3 maintenant, c'est un champ physico-psychobiologique. Lui, il va avoir les qualités des deux autres réunies, puisqu'il faut que ce soit l'interface. Donc il faut qu'il parle le même langage des deux. C'est un champ de transmission. Il est doué des propriétés propres à chacun des deux champs, H1 et H2, à savoir la propriété magnétique et la propriété mémoire. Sinon, il n'y a pas d'échange possible entre H1 et H2. Donc magnétique et mémoire. Qu'est-ce qui est important? C'est sa conclusion à Pinel. Comme la science a ses débuts, ce sont ses mots, la psychologie doit se dégager de la philosophie, car elle paraît siéger réellement, et quoi qu'on puisse en dire, dans le noyau cellulaire,
d'où elle commande les constructions des phénomènes intracellulaires dans le cytoplasme de la cellule. D'abord, des expériences reconnues par les milieux scientifiques du monde entier établissent que par la pensée, un sujet peut provoquer en lui des phénomènes physiologiques qui sont capables non seulement de modifier ses fonctions, mais encore de les arrêter en agissant sur les organes qui les concernent et d'entraîner la mort, alors que tous les organes sont normaux. De même et inversement, les modifications de la physiologie normale peuvent influencer le psychisme de l'individu, voire même le déséquilibrer totalement. Corps-esprit, il n'y a pas de frontières. Ça rejoint l'épigénétique qu'on a vu hier, ça alimente, ça nous permet de comprendre avec un autre éclairage le travail d'un mathématicien quantique, biologiste, psychologue. Le champ H3 relie nécessairement par la relativité générale la physiologie à la psychologie dans un ensemble harmonieux orchestré par le système nerveux. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La Bible, elle nous dit au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu, je crois, un truc comme ça, si je le mets bien dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'on utilise en psychologie? Qu'est-ce qu'on utilise? C'est pour ça que c'est important de parler. Quand je vous dis, fais-lui répéter la phrase, ça vibre dans le corps. Au commencement était le Verbe. Quand mes pensées, mon verbe est négatif, on le sait tous, parfois ça nous arrive, moi souvent, on le sait, c'est pas bien, on sait que ça ne nous fait pas du bien, mais bon, on a besoin d'exprimer ça aussi. Mais il faut qu'on le répare après, il faut qu'on prenne conscience, on a besoin de la colère, c'est une émotion super importante, on n'est pas comme ça. Donc toutes les émotions sont importantes, mais il faut toujours garder en conscience que l'énergie que je produis, le verbe que je produis nourrit mes cellules. Ça va avoir un lien avec pas seulement mon corps et ma santé physique, ma santé psychique aussi. Tout ça, c'est en lien. Donc tu vois, tout ça, ça se recoupe. C'est passionnant. Le champ H3 est la clé de la molécule d'ADN. Voilà, là, il fait le lien avec la biologie. Lui. Il a démontré, il a travaillé son hypothèse. Il a fait une démonstration mathématique et une démonstration par les listes d'ADN, par ces trucs une démonstration par la biologie. Le champ H3 est la clé de la molécule d'ADN qui définit le pas de l'hélice, notamment. Qui définit exactement le pas de l'hélice. Ce champ est un champ de forme. C'est le seul résistant après la mort. Ah oui, parce que ça, c'est fantastique. C'est le seul résistant après la mort dans ses constantes psychophysiques. Vous entendez? Il dit que le champ H3, il résiste après la mort. Et c'est lui qui contient toutes les mémoires, les constantes psychophysiques. Cette survivance des impondérables étant, ce qu'ils deviennent reste le secret de la création. Il ne sait pas ce que ça devient, il ne sait pas combien de temps ça existe, où ça existe, mais il est certain d'une chose par ses recherches, c'est que ce champ H3 ne se détruit pas, on ne peut pas détruire l'information. Essaie de détruire l'information. Dans la théorie d'Émile Pinel, cette survivance du champ H3 après la mort de la cellule est conservée tant dans le modèle plan que dans le modèle spatial ADN. Pinel ajoute également qu'au sein de ce champ H3, présent, passé et futur se mêlent, car le temps n'existe pas. On peut faire le lien, encore une fois, avec l'épigénétique, avec la psychogénéalogie, avec toute cette histoire de transmission. Et cette notion de temps qui n'existe pas et de plan, de modèle de plan et de plan spatial d'ADN, on va l'approfondir avec Régis Dutheil, après, qu'on va aller voir, physicien quantique. D'où vient le champ H, se demande Émile Pinel. Eh bien, ce champ vient avec notre première cellule. Ah oui, normal. S'il n'existait pas, la cellule s'évanouirait, l'un étant intimement lié à l'autre. Le fonctionnement des trois champs montre que si l'un de ces champs est perturbé par une cause interne, externe, physique, biologique ou psychique, alors la cellule ne fonctionne plus, c'est la maladie. Mais en retour, ce type de fonctionnement montre aussi qu'une thérapeutique par les champs peut donc être envisagée.
Ce type de thérapeutique existe notamment en Chine et en Russie depuis des années. Les BRICS sont en train de se faire. Hein. L'Occident est déjà du passé. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais en tout cas, ils ont une longueur largement d'avance. Depuis bien longtemps. Ça, en plus, c'est des infos qui datent d'il y a 20 ou 30 ans, là, que je suis en train de vous lire. Hein. Je ne sais pas où ils en sont, les Russes et les Chinois, dans les recherches. Troisième personne intéressante, lui, toujours en vie, il s'appelle Marc-Henri. Il est vivant. C'est lui qui a coécrit le bouquin de Annie Trévoué, là. Trévoué, je massacre toujours son nom, cette femme. Toc, il faut que je le retrouve. Voilà, psychogénéalogie et physique quantique. Donc Annie Trévoué, avec la participation de Marc-Henri. Hein, il a fait la préface et puis il intervient aussi. Il y a des passages à la fin. C'est compliqué ce qu'il raconte. C'est assez compliqué. Moi, j'avoue qu'il faut que ce soit... Je vous fais une synthèse des choses que je comprends et qui sont simples. Hein, les autres trucs, il y en a que ils sont trop complexes pour moi. Donc, Marc-Henri, il est docteur en chimie, président de l'association Nature '0EAU Quant. Quant. Il est militant, il milite pour une approche quantique de la nature en utilisant l'eau comme vecteur d'information. Inutile de dire qu'il est lui aussi, je pense qu'il doit être un petit peu seul. Enfin, il doit pas être, on n'en entend jamais parler, ce gars-là. Donc, la physique quantique, c'est un outil pour réconcilier la physique et la physiologie. Ça, j'ai fait un résumé des pages 14-15 de la préface de ce bouquin-là. La physique quantique, il dit, se situe dans le cadre du phénomène de cohérence, faisant appel parfois à la trinité information, énergie, action, qui s'exprime au moyen de champs quantiques. Le champ quantique, c'est une entité qui est existant en chaque point de l'espace et du temps. Il se manifeste dès qu'il est excité par des quantas, c'est-à-dire des paquets d'énergie, qui, par leurs interactions, créent ce qu'on appelle la réalité. Tous les champs quantiques, qu'ils décrivent de la matière ou du rayonnement, possèdent un état fondamental de basse énergie correspondant à ce qu'on appelle le vide. Le vide qui n'est pas du néant. Je me rappelle, hein, parce que c'est un milieu où l'énergie fluctue en permanence de manière aléatoire et qui, selon certaines théories, pourrait mémoriser de l'information dans des quantas de volume. Tout vécu, depuis que l'univers existe, pourrait ainsi être codé dans ces quantas de volume. Le vide quantique pourrait ainsi intégrer les archives akashiques, mémoire de tout ce qu'a réalisé l'être de son vivant, et qui perdure au-delà de la mort. On retrouve les hypothèses d'Émile Pinel. Il dit, ça persiste. Laissant une marque indélébile dans le champ, qui persistera jusqu'à ce qu'un autre vécu vienne le modifier. C'est pour ça qu'en transgénérationnel, on reprend un programme et on dit, voilà, programme égale solution, on va peut-être modifier la solution depuis l'an 40. Problème égale, il y a d'autres solutions possibles. On va modifier le programme, c'est ce qu'on fait comme boulot. C'est un boulot prodigieux, hein. L'hypothèse est que ce vide quantique pilote l'être vivant via son eau corporelle, hein, lui il bosse sur l'eau, hein, qui est un véritable vecteur d'information. Les cellules neuronales, alors neurones, hein, gros intestin, cœur, cerveau. Les cellules neuronales jouent le rôle d'interprètes spécialisés dans le traitement de l'information en apportant de la conscience. Les cellules présentes dans le cerveau, le cœur et les intestins. Alors là, c'est vachement intéressant. Il explique que pour un total de 10 signaux d'information en circulation dans notre corps, il y en a 9 qui vont des intestins au cerveau et un seul qui va du cerveau aux intestins. En fait, on pense avec notre trou de balle tout le temps. Hein. On pense plus avec des croyances et des systèmes de réaction. Enfin, on réagit plus. Voilà, il y a beaucoup plus ce système de navigation. Mais c'est normal, puisque ces cellules du gros intestin, en fait, alors c'est pas de la pensée, hein, c'est de l'information, bien sûr.
c'est tout le système de survie en permanence de veille, tout simplement, et d'adaptation permanente. Donc, si là, tout est OK, Roger. Et régulièrement, on vient enrichir d'un nouveau signal, une nouvelle information, le stockage des neurones du gros intestin par l'expérience. Toc, on stocke. Le cœur veille, lui. Alors ça, j'adore ce qu'il dit, Marc-Henri, parce qu'on a les mêmes images. Quand j'ai lu ce qu'il écrivait, j'ai dit, putain, j'utilise. On a la même façon de concevoir les choses quand on bosse. Quand je vous parle de la musique, quand je vous dis, écoutez ce qui se passe. Quand je vous dis de visualiser les listes d'ADN, tu sais, les fractales. On sent la dissonance quand tu bosses, quand tu as quelqu'un au début, tu vois, parfois il y a des séances au début, tu sais, c'est pas harmonieux cette fractale, c'est dissonant, ça sonne faux. Il utilise les mêmes, des mots qu'on utilise nous aussi. Enfin, il y a une perception connexe. Donc il dit, le cœur veille, lui, à la bonne exécution de la symphonie interne. Alors, je dis toujours que le cœur, c'est le chef d'orchestre. Il donne le tempo et le thème de la symphonie. Il dit exactement la même chose. Ce que nous, on perçoit empiriquement, en bossant de manière totalement pragmatique, lui, il le comprend en bossant en physique quantique. C'est quand même extraordinaire. Voir les fractales sur lesquelles donc, on travaille en kinésio, la musique que l'on entend dans la structure informationnelle de l'être en séance. On l'entend ça dans la musique. Voir aussi le concept Navarro, hein, la petite chanson qu'on a chantée, qui est sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, je ne sais plus si j'ai mis sur YouTube ou Facebook, sur les filles, on a chanté Now I walk in beauty. Beauty, etc. Maintenant je marche dans la beauté. La beauté est devant moi, la beauté est derrière moi. Elle est au-dessus et elle est en dessous. Les Navarros disent marcher dans la beauté. Quand tu marches dans la beauté, tu es dans l'équilibre et dans l'harmonie de ta vie. Quand tu ne marches plus dans la beauté, tu es dans la violence, la maladie, la pathologie, le désarroi, la dépression, enfin toute forme de pathologie. Tu es sorti du chemin de la beauté, disent les Navarros. Et c'est une conception qui est en lien avec tout ça. Les grandes philosophies spirituelles, les grandes spiritualités sont toutes connectées en fait. Et sont rattachées à une réalité physique, on va dire. En tout cas, ça peut s'expliquer comme ça. Donc c'est vrai au niveau individuel, mais surtout, et aussi et surtout au niveau collectif. Voir le microbiote dans nos corps, le monde animal et le monde végétal. Puisque nous sommes une cellule faisant partie d'un grand tout, chacun d'entre nous constituant une cellule d'un tout. Donc, comme tout notre microbiote à l'intérieur qui vibre, qui est soit en harmonie, soit en disharmonie, qui a un impact sur notre corps et tout ça, tout ça est lié. Et ça peut nous parler d'écologie spirituelle. De plus en plus. Quatrième personnage très intéressant, donc ça c'était ce bouquin-là, hein, vachement intéressant, voilà, Marc-Henri. Régis Dutheil, super intéressant, Régis Dutheil. Il est mort aussi, il devait faire un bouquin, réaliser un bouquin avec un de mes enseignants, psychiatre, qui a été viré par les labos pharmaceutiques de l'université de Nanterre de médecine, il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'il enseignait la psychiatrie par les naturothérapies. Ah, ça va pas être possible, mon coco. Toi, tu es une secte. Donc, et cet homme extraordinaire, donc il devait écrire un bouquin, il devait faire ensemble, bosser Régis Dutheil a disparu, il est décédé, on ne sait pas quoi. Ça, c'était, il est décédé il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est un physicien quantique, il a écrit ce bouquin extraordinaire, que je vous conseille. Alors, il l'écrit avec Brigitte Dutheil. Brigitte Dutheil va s'intéresser, elle fait tout un passage sur l'histoire de la conscience, sur un plan philosophique et spirituel et historique. Lui, il va travailler sur la conscience sur un plan physique. C'est un scientifique. Hyper intéressant, je vous lirai un passage. Donc, il est médecin et physicien. Ah oui, médecin et physicien, Régis Dutheil. Il reprend les hypothèses des tachyons qui est posée par Feinberg. Ces particules qui évoluent de l'autre côté du mur de la lumière. Lui, il va travailler, donc son bouquin, c'est L'homme super lumineux.
Ça parle encore de lumière, comme Fritz Albert Popp, comme nous dit aussi Dutheil, avec où est-ce que ça passe dans les champs, hein, dans un autre champ. Donc selon Dutheil et comme Fenberg, il y a 3 univers qui coexistent. L'univers sous-lumineux, le mur de la lumière lui-même, le mur de lumière lui-même, et l'univers superlumineux. La caractéristique du monde superlumineux, selon Fenberg, c'est qu'il y a une relation de causalité qui est inversée. La naissance précède la mort. Ben non, ça c'est normal. Donc la mort précède la naissance, c'est l'inverse. Dutheil montre par le calcul mathématique qu'il y a 2 façons, et seulement 2, de concevoir la théorie de la relativité restreinte, la relation vitesse-énergie. Une façon sous-lumineuse et une façon superlumineuse. Voilà, une théorie fondée sur la sous-lumineuse. Voilà. Au-delà du mur de lumière, l'espace-temps est différent mais symétrique. Dans le monde superlumineux, la matière est autre car elle possède des propriétés différentes. Comprendre ces propriétés permettrait de résoudre les grandes questions de la conscience en mécanique quantique et d'expliquer l'expérience d'aspect. Les 2 photons distants de 15 mètres et qui communiquent entre eux. On retrouve nos trucs de communication, Fritz Albert, etc. Dutheil pose l'hypothèse de la coexistence de ces 3 univers comme un manteau, dont l'univers sous-lumineux, c'est le dessous du manteau, hein, c'est l'envers. L'univers des photons, donc le superlumineux, c'est l'extérieur, et l'interface, c'est le mur de lumière lui-même. Hein. Donc il y a notre univers connu sous-lumineux, il y a l'univers des photons, donc le mur de lumière où le temps serait nul, ni spatial ni temporel, et il y a l'univers superlumineux au-dessus où le temps vécu et l'espace sont confondus. On retrouve cette hypothèse de le temps et l'espace n'existent pas. Donc, je citais Pinel. Dans le monde superlumineux. Et tout ce qui est en haut est en bas, mais inversé. Et inversé, on retrouve effectivement le Kybalion, la philosophie hermétique du Kybalion. Tout ce qui est en haut est en bas, exactement. Le côté inversé, effectivement, tout à fait. Je n'avais pas fait le lien. Et Génial. Et Yang et tout. Ouais. Enfin, ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Tu peux faire des monceaux de connexion, hein, c'est extraordinaire. Hein. Quand on atteint une vitesse infinie, on conçoit fort bien que le concept même de vitesse n'a plus de sens. Le temps vécu par un objet, un être, ne s'écoule plus. Autrement dit, il y aurait pour un être vivant dans l'espace superlumineux une instantanéité complète de tous les événements constituant sa vie. Les notions de passé, présent, futur disparaîtraient. Quand on bosse, si tu veux, quand on travaille, qu'on ne fait que penser dans notre tête et que le corps de l'autre y reçoit l'information, qu'on rééquilibre le muscle, que là ça tenait pas et que là ça tient alors qu'on n'a rien dit, on a juste pensé. Quand on se balade dans l'espace du temps, qu'on travaille sur présent, récession d'âge, futur, et qu'on fait de la mise à jour de la récession d'âge et qu'on sait que dans le présent ça réinitialise notre ordinateur de bord et qu'on peut même modifier le GPS qui va dans le futur, on se déplace dans ce niveau-là super lumineux. C'est des informations qu'on envoie. Comment on les envoie, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est naturel, ça se fait tout seul, il n'y a pas de talent particulier. C'est un truc de toute la vie. Tous les êtres font ça. Sauf que les animaux et les végétaux sont beaucoup plus connectés que nous. Nous, on est complètement déconnectés de ce monde, de cette espèce de bibliothèque monumentale de connaissances. Dutheil rapproche alors ses recherches sur la conscience de celles relatives à l'univers superlumineux pour aboutir à la conclusion suivante. La conscience est une substance matérielle formée de matière superlumineuse. C'est un champ de matière tachyonique, c'est les tachyons. Moi je dis tachyon, peut-être on dit tachyon. Aux propriétés spatio-temporelles propres à cet univers, c'est-à-dire la synchronicité. D'après cette hypothèse, chaque être vivant porterait en son sein une partie, une parcelle de l'univers superlumineux. Le cerveau, alors c'est toujours Pinel qui parle, hein, Dutheil, hein, pardon, là on est sur Régis Dutheil, excusez-moi. Le cerveau n'est qu'une sorte de machine, un détecteur, qu'un esprit pourrait faire fonctionner. Cela suppose des interactions physiques entre le cerveau
détecteur appartenant à l'univers sous-lumineux, et la conscience, matière super-lumineux, qui doit envoyer des signaux physiques au cortex, autrement dit de l'information. La propriété capitale de cette conscience matière superlumineuse serait d'être en quelque sorte de l'information, de la signification, la causalité n'ayant plus de valeur à cette échelle. Le temps vécu par la conscience superlumineuse totale ne s'écoule plus, c'est le temps spatial. Il y a instantanéité absolue. Les concepts de présent, passé, futur n'ont plus de sens. La notion de durée liée à l'écoulement du temps n'existe plus. Et c'est effectivement quand on passe dans cet espace-là, on voit bien qu'on peut modifier l'info, qu'on se balade, passe en vie antérieure, passe en futur, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Hein. Comment s'organise alors cette information-signification ? Ici encore, alors juste avant, je vous ai lu une citation, hein, j'ai repris vraiment les textes. Là maintenant, je refais des synthèses. Hein. Ici encore, Dutheil fait l'hypothèse d'une distribution selon une loi d'affinité et de signification, voire la théorie de la synchronicité de Jung, Carl Gustav Jung. Hein. L'ensemble formerait ce que Dutheil appelle la conscience totale, infiniment plus riche que les consciences parcellaires de chaque être vivant, que chaque être vivant abrite en son sein. Quand je vois les oiseaux migrateurs, quand je vois les bancs de poissons qui tournent en même temps, je veux dire, c'est juste ça, hein. Ils sont juste connectés sur facile pour eux. Je vais vous lire un extrait du bouquin de Dutheil qui est une anecdote. Dutheil donc a travaillé, c'est un scientifique. Un scientifique, qu'est-ce que c'est qu'un scientifique ? Première qualité d'un scientifique, vous connaissez ? Non. Ce qui fait beaucoup défaut à beaucoup d'étudiants en sciences en France, selon les dires de Pierre-Gilles de Gennes, qui a été prix Nobel de physique dans les années 90. Pierre-Gilles de Gennes, il était professeur à l'université d'Orsay. Et il disait « Je déplore chez mes doctorants un manque total de curiosité. » Merci. Ça, c'est la base de l'esprit scientifique. Quand j'entends des mecs qui te posent des postulats comme ça, qui veulent pas les fameux PPP, préjugés, présupposés, préconçus, sans même l'ouverture d'esprit de dire tu peux ouvrir les fenêtres. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais la curiosité c'est fondamental, sinon tu n'évolues pas. Donc c'est un scientifique du fait, il était curieux, donc il est allé chercher, il a fouillé, puis sa fille, je ne sais pas si c'est sa fille ou sa femme, historienne, donc il a eu aussi une démarche d'historien, d'aller chercher des données. Et il a travaillé notamment sur les archives de la police parisienne, qui sont depuis, tu sais, au bout de 50 ans, c'est public. Donc il est allé chercher, il a travaillé sur... Écoutez la petite anecdote qu'il rapporte, qui a été notifiée dans les archives de la police parisienne. Ça s'appelle l'étrange concert. Ça se passe dans les années 1920. D'accord ? L'un de ces exemples particulièrement connu fut intitulé par certains auteurs « L'étrange concert ». L'intérêt de cette histoire tient d'abord au sérieux des témoins. L'affaire figure dans les archives de la préfecture de police de la Seine, car un commissaire de police du quartier de Vaugirard put longuement interroger le héros de cette aventure et dresser procès-verbal. En juin 1925, un étudiant en médecine de 24 ans, honorablement connu, rencontre dans les jardins du Luxembourg un sympathique vieillard qui, à la suite d'une conversation animée sur Mozart, lui propose de venir assister à un des concerts qu'il donne tous les vendredis dans son appartement de la rue de Vaugirard, avec d'autres membres de sa famille partageant sa passion pour la musique. Le vendredi suivant, Jean Romier, notre étudiant, se présente chez les Berruyer, rue de Vaugirard, et passe une délicieuse soirée à écouter du Mozart, à goûter au rafraîchissement servi par Madame Berruyer, à converser avec un jeune séminariste et avec les deux petits-fils de Monsieur Berruyer, un étudiant en droit et un aspirant de l'école navale.
À minuit, il prend congé, mais à peine dans la rue, s'aperçoit qu'il a oublié son briquet. À l'époque, c'est pas des briquets jetables, non, c'est des briquets du pont en or, en argent, etc. Il remonte et il sonne. Personne ne répond. Intrigué, il sonne longuement et finit par réveiller le voisin. Celui-ci refuse de l'écouter, appelle le concierge en criant au voleur, et un commissaire de police du poste voisin vient arrêter le jeune imprudent. Le voisin et le concierge affirment avec un bel ensemble que l'appartement est vide depuis des années à la suite de la mort de M. Berruyer. Au bout de plusieurs heures, Jean Romier convainc le concierge, le voisin et le commissaire de sa bonne foi. Le lendemain matin, on fait venir l'actuel propriétaire de l'appartement, arrière-petit-fils de M. Berruyer, qui faisait de la musique la veille au soir, avec Jean Romier. La porte ouverte, puisque personne n'a les clés, évidemment. La porte ouverte, on découvre un appartement à l'abandon, rempli de toiles d'araignée. Jean Romier étonne tous les témoins par sa parfaite connaissance de la disposition des pièces, ses précisions sur les différents membres de la famille. Le jeune étudiant en droit, vu la veille, était le grand-père avocat de l'actuel propriétaire, l'élève de l'école navale, son grand-oncle devenu amiral, et le séminariste, son autre grand-oncle devenu missionnaire en Afrique. C'est le petit-fils qui raconte ça, l'arrière-petit-fils qui découvre tout ça, qui explique. Enfin, c'est extraordinaire, c'est pas fini. Quant au concert, le jeune monsieur Berruyer confirme qu'ils ont bien eu lieu autrefois dans cet appartement. Enfin, sur une table, on découvre le briquet de Jean Romier, qu'il avait laissé la veille au soir. Jean Romier a donc été victime d'une hallucination étonnante. Toute une famille de fantômes lui est apparue. L'enquête de police a prouvé qu'il ne pouvait s'agir en aucun cas d'une supercherie montée par le jeune Romier. Les détails stupéfiants de précision qu'il fournit à M. Berruyer sur les membres défunts de sa famille et la découverte du briquet constituent d'ailleurs des indices troublants. L'aventure est si étonnante qu'on la raconte à qui ça ? Albert Einstein lui-même, qui la prend très au sérieux et déclare, ouvrez les guillemets, « Ce jeune homme a trébuché dans le temps, comme d'autres ratent une marche d'escalier. » Donc après, il décrit le truc, il donne ses hypothèses. Intéressant, figurant dans les archives de la préfecture de police. Voilà, j'ai terminé pour cette partie 2.